Et avec Jean-Marie Tremblay, nous allons parler de l'une des premières bibliothèques numériques francophones spécialisées dans les sciences sociales. Vous tapez sur Internet les classiques des sciences sociales et vous aurez accès à un large héritage intellectuel. Jean-Marie Tremblay est avec nous. En libre accès, il faut absolument le préciser. Oui, en libre accès. Bon, déjà, ce projet, les classiques des sciences sociales, ce projet a commencé à germer en 1990, j'imagine, et en 1993, le projet prend cher. C'est ça. Alors, lorsque le premier ordinateur en mode graphique, qui était le Macintosh d'Apple, est arrivé en 1984, dès 1985, c'est une révolution, ça change notre vie. Et puis, je commence à utiliser. Et puis, aussitôt qu'au collège, aux enseignants, on a pu avoir un laboratoire d'ordinateur, je me suis dit, là, les étudiants doivent absolument être capables, non seulement de consulter la documentation scientifique dans le domaine où ils faisaient de la recherche, mais être aussi capables de faire du traitement de données quantitatives grâce à l'ordinateur. Vous, de formation, vous êtes un sociologue. Oui. Et vous étiez professeur de sociologie. Oui. D'où ce parti pris pour les sciences sociales, j'imagine. Tout à fait. Et puis la bibliothèque aurait pu être centrée seulement sur la sociologie, mais j'aurais pas imaginé que ce soit seulement la sociologie, parce qu'au 19e siècle, les sciences n'étaient pas compartimentées comme elles le sont aujourd'hui, et la réalité, elle est complexe. La sociologie peut comprendre un angle des phénomènes sociaux, mais elle ne comprend pas tous les aspects de la réalité. Donc, pour comprendre le phénomène, par exemple, de l'inceste, des abus sexuels, ça nous prend le regard du criminologue sur le phénomène, ça nous prend le regard du psychologue sur ce qui se passe au niveau individuel, ça nous prend le regard du travailleur social qui va faire l'interaction entre l'individu et son environnement. Donc, si on dispose dans la bibliothèque de ces trois aspects-là d'un même phénomène, j'ai l'impression qu'on rend un immense service aux chercheurs et aux praticiens et aux étudiants qui vont œuvrer dans le domaine et essayer de faire quelque chose parce qu'ils seront bien outillés intellectuellement. Alors, quel est le rôle de l'Université du Québec à Chicoutimi dans cette bibliothèque? Donc, si la bibliothèque est née en 93, de 93 à 2000, on fonctionnait seulement qu'en intranet. Donc, ça veut dire que mes étudiants devaient être au collège pour accéder à la banque de textes qui, en 2000, allait devenir les classiques des sciences sociales. Et puis, comme mon collège n'était pas équipé pour diffuser un site qui était aussi important, il y avait seulement que l'université qui disposait de la logistique. Donc, je suis allé le proposer à l'université et puis j'avais mis 3 conditions. Celle où je puisse travailler de chez moi, il n'y a aucun contrôle éditorial sur le contenu de la bibliothèque et puis que je puisse disposer de tout l'espace. Au bout de 5 minutes, j'avais la confiance de la direction de l'université et le lendemain, je pouvais commencer à travailler à partir de chez moi parce qu'on est tous bénévoles. Et puis, j'avais dit à l'université que je voulais bien le faire puis je le ferais toute ma vie, mais on n'a pas les moyens d'assumer la bande passante que ça représente. Puis c'est le rôle de l'université de diffuser les savoirs et de produire les savoirs. Nous, on ne produit pas de savoir, on contribue à la diffusion de ces savoirs. Et puis, il y a quelques années, la bibliothèque est devenue importante, puis il y a beaucoup de chercheurs qui sont connectés à la bibliothèque et puis qui ont voulu faire connaître ce qui se passait dans d'autres pays, la production intellectuelle de d'autres chercheurs dans d'autres pays. Donc, c'est comme ça qu'on a une belle collection sur les sociétés créoles. Et puis, depuis 3 ans, on a une magnifique collection sur les études haïtiennes, en 3 volets. Un volet où c'est les auteurs classiques, comme le docteur Jean Price-Mars, Toussaint Louverture, et puis Dantès Bellegarde. Anténan Firmin, oui, j'imagine. Oui. C'est vraiment important. Et puis, je découvre avec nos jeunes chercheurs, étudiants ici en Haïti, mais la richesse, ça nous permet de découvrir la richesse de la production intellectuelle, mais ça permet aux gens d'ici de pouvoir enfin y accéder. Les classiques, c'est pas le regard du colonisateur qui va imposer sa culture et son regard sur le monde. Il y a des outils méthodologiques et des savoirs qui ont été produits sur des problèmes particuliers qui peuvent être utiles à n'importe qui, n'importe où. Et puis, dans la mesure où c'est disponible, bien maintenant, avec une collection comme Études haïtiennes ou Méthodologie de la recherche, on contribue à faire connaître les travaux des jeunes chercheurs et des chercheurs haïtiens, donc de valoriser le savoir haïtien. Et puis, en Haïti, prochainement, il y aura un centre qui va numériser des classiques haïtiens. Oui, pour la première fois, un laboratoire de numérisation du patrimoine intellectuel. Même si on est à date, il y a à peu près 125 bénévoles qui ont participé au travail que l'on fait. Il y a un goulot d'étranglement parce que tout le travail de finition et de numérisation devait passer par moi.
Alors maintenant, si, grâce à la subvention que les jeunes bénévoles, parce qu'ils sont organisés en association, et la deuxième condition, parce qu'ils ont développé un partenariat avec une université haïtienne, qui est l'Institut universitaire et technologique d'Haïti, à cause de ce partenariat, ils disposent maintenant d'une salle de numérisation et avec l'équipement dont mon collège a fait don à ces jeunes qui sont organisés avec la bonne volonté, alors ils vont pouvoir commencer à accéder grâce à des partenariats avec les Archives nationales d'Haïti, avec la Direction nationale du livre, avec des communautés religieuses qui disposent de grandes bibliothèques, de pouvoir accéder à ces œuvres-là pour pouvoir les numériser et enfin les rendre accessibles aux gens d'ici en premier, et puis en deuxième, à nous les faire connaître à nous, à l'extérieur, dans l'ensemble de la francophonie, ce qui contribue comme à donner une fierté aux gens d'ici. Chez nous, au Québec, on est fiers de parler le français et on veut garder notre langue, et puis on trouve qu'ici, mais c'est le même regard que vous devez avoir sur votre société, sur votre culture, sur votre histoire, avoir une fierté, et puis grâce à cet libre accès-là de travaux qui sont d'auteurs classiques et en même temps de chercheurs contemporains, c'est comme si, plutôt que de recommencer à zéro à chaque fois, parce qu'on ne connaît pas les travaux qui ont été publiés, parce qu'ils ne sont pas accessibles. Donc c'est valoriser un déjà là épistémologique. Un déjà... Donc sinon en 2018, après 400 000 heures de travail, c'est quand même 7 000 œuvres en texte intégral. Oui. Dites-nous comment le virage des droits d'auteur a été négocié. Il n'y a jamais eu de négociation de droits d'auteur. J'ai compris que dès que j'ai commencé, ce qu'on pouvait mettre en ligne sans demander de permission à personne, c'est lorsque l'auteur est décédé depuis 50 ans au Canada. Donc, on peut publier... Donc les livres qui sont libres de droit. Oui, libres de droit. Donc on publie plusieurs types d'ouvrages, ceux qui sont libres de droit, et les auteurs contemporains ou qui ne sont pas décédés, il faut avoir leur permission. Et ou leurs ayants droit. Alors, on a plusieurs auteurs qui nous ont donné la permission de tout publier, et ou leurs ayants droit nous ont permis. Et lorsqu'un ouvrage est en circulation commerciale, on demande l'autorisation de l'éditeur, c'est obligatoire. Absolument. Autrement, mais on a eu plusieurs menaces de poursuites judiciaires parce que les éditeurs, il y a des éditeurs qui croient que ce patrimoine intellectuel sur lequel ils avaient un contrôle financier devait leur appartenir de façon éternelle. Alors c'est pour ça, par exemple, que les presses universitaires de France ont fait traduire l'œuvre de Sigmund Freud, une nouvelle traduction, et alors qu'il a publié, il a écrit en 1890, en 1895, et les nouvelles traductions, les presses universitaires de France vont garder le contrôle pour les 150 prochaines années. Parce que la traduction est considérée comme une œuvre originale, donc on prend un traducteur de votre âge, il a 35 ou 37 ou 40 ans, et puis on a droit à toute sa vie, plus 75 ans après sa mort. Aïe, 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 ça fait beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça arrive des fois qu'il y a des éditeurs où l'auteur nous a toujours donné la permission et l'éditeur nous menace de poursuites judiciaires parce que les contrats qui ont été signés donnent à l'éditeur le contrôle. C'est comme si... Presque exclusif sur les œuvres. C'est pas presque exclusif sur la vie d'une œuvre. Alors, donc, ça veut dire que les auteurs ne doivent jamais signer ce genre de contrat. Carrément. Donc, cette bibliothèque numérique francophone est accessible de partout à travers le monde. Ça va concerner